seules les personnes très riches pourront en profiter et les autres seraient exclus. Donc là, en termes de ESG, le S en prend un coup. On est très poussé à faire un voyage à 4 200 € qui va consommer largement plus de CO2. Bonjour à toutes et à tous, professionnels, passionnés et curieux de développement durable. Vous écoutez Dialogue ESG, le podcast où nous explorons et analysons l'actualité à travers des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ensemble, plongeons dans les enjeux d'aujourd'hui pour mieux comprendre comment ils transforment notre environnement. Moi, c'est Patrick. Et moi, c'est Dominique. Bon voilà, Dominique, on est ce qu'on appelle en Suisse les proches des vacances d'octobre, ce que vous appelez en France les vacances de la Toussaint. Donc, on s'est dit qu'on allait partir en voyage et au travers de notre voyage, aborder différents thèmes qui sont en relation avec l'ESG. Le premier étant les voyages en avion, avec quelques anecdotes qu'on trouve intéressantes sur la compensation carbone, puisqu'on sait que l'avion émet du carbone, entre autres du CO2, et aussi d'autres choses, comme tu vas nous l'expliquer. On va aller visiter le Kenya, qui nous permettra d'aborder d'autres sujets sur place, notamment toujours sous l'angle de la compensation carbone. Comment est-ce que les Masai Mara participent en fait à ce système de compensation carbone d'une manière positive. Et on parlera aussi du surtourisme, cette fois-ci en revenant en Europe et en donnant quelques exemples plus proches de chez nous. On va se rendre compte que certaines problématiques ne sont pas juste dans des pays, on va dire, exotiques, mais qu'on peut avoir des problématiques aussi chez nous en Europe qui traiter de ce sujet. Alors effectivement, je suis ravi, si tu veux, d'entendre le programme de notre podcast d'aujourd'hui parce que, à la différence de la discussion de comptoir classique où les gens mélangent un peu tout, ici on a quand même une structure qui va nous permettre justement de décomposer le voyage. Et je trouve que cette approche un peu plus systémique, un peu plus holistique du sujet est intéressante parce que finalement tout est un peu lié. Et je pense que si on arrive à faire ressortir du podcast aujourd'hui le fait que finalement tout est lié et qu'il faut avoir une réflexion globale sur le sujet, on aura atteint l'objectif. Alors, je te propose qu'on commence notre voyage depuis Zurich. Moi, j'habite en Suisse et c'est vrai que partir depuis Zurich est généralement la première option que j'ai. Et j'ai regardé un petit peu les prix pour un voyage en direction de Nairobi. Je pars avec ma famille, donc on est une famille de 4. Et un vol direct va me coûter approximativement 6 000 francs. Bien sûr, ces prix dépendent de quand est-ce qu'on a réservé. Il y a plein d'autres facteurs. Mais pour l'exercice, on va dire qu'on est à 6 000 francs ou 6 000 euros. Le franc suisse et l'euro étant relativement à parité. On va inverser probablement quelquefois les francs suisses et les euros. Le même voyage, en utilisant une compagnie qui va nous faire escale. Il y a pas mal de compagnies du Golfe qui proposent des prix plus intéressants. Donc là, en l'occurrence, on va passer par Abu Dhabi et on va se retrouver avec un prix de 4 200 €. Donc on a déjà une différence pour une famille de 4 de 1 800 €, ce qui n'est quand même pas négligeable sur un voyage comme ça en direction du Kenya. Distance à parcourir en direct, 6 300 km. Distance à parcourir via Abu Dhabi, 8 300 km. Donc, on a environ 30% de plus de distance à parcourir parce qu'on fait une escale. Ça paraît pas beaucoup. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est le calcul du CO2 par personne. Alors attention, le calcul du CO2 par personne, ça dépend de plein de critères. Et donc forcément, le calcul qu'on va faire, c'est une simplification avec plein d'hypothèses qu'on va pas détailler actuellement, mais je pense que le chiffre exact n'est pas très important. L'important, c'est de comprendre en fait le phénomène global. Donc on est à 1945, presque 2000 tonnes de CO2 par personne pour ce voyage en direct. Et on est à 3245, donc plus de 3 kilos de CO2 émis par personne avec notre voyage en escale. Et la raison, en fait, donc on est à
il y a plus de 50% de différence. Et la principale raison est due au décollage supplémentaire qu'on va avoir. Donc, le décollage, c'est environ 1 tonne de CO2 émis par décollage. C'est intéressant de voir le voyage de cette manière-là et surtout de se rendre compte qu'au niveau de l'individu, c'est pas négligeable. Parce que souvent, on entend dire que finalement, l'aviation commerciale ne représente que 2,6% des émissions de gaz. C'était le chiffre qui avait été identifié pour 2018. Et comme ça, c'est vrai que de prime abord, ça paraît relativement peu par rapport à la masse globale. Alors déjà, le premier point, je pense, qu'il faut mentionner, c'est que l'aviation utilise des hydrocarbures. Et l'objectif principal, finalement, c'est de se débarrasser des hydrocarbures. Donc, en faisant abstraction du côté CO2, etc., déjà, si on veut arrêter d'extraire des hydrocarbures, il va falloir arrêter d'en utiliser. Donc, pour l'instant, comme l'aviation à l'hydrogène ou l'aviation électrique n'existe pas encore, on a quand même vraiment ce problème d'extraction et d'utilisation des hydrocarbures. À côté de ça, et là, c'est vrai que ce n'est pas une science totalement exacte, en tout cas dans ma compréhension, mais je trouve que quand même ça mérite d'être mentionné. C'est que oui, il y a la production de CO2 par le vol qui brûle les hydrocarbures, mais après, il y a cette énorme traînée de condensation qui est derrière les avions, qui va créer des énormes nuages, et ces nuages vont empêcher en fait les émissions de suivre leur cours normal et créer aussi un effet de réchauffement sur la planète. Donc, certains ont tendance à multiplier par deux les émissions de CO2 pour prendre en considération ce phénomène. Malheureusement, il n'y a pas de règle scientifique qui justifie cette multiplication par deux. Peut-être que c'est 1,5, peut-être que c'est 2,5. Donc, comme on n'est pas précis, soit on l'exagère, soit on ne le prend pas en considération. Mais il existe, donc il faut le prendre en considération. Il y a un autre aspect également qui est assez perturbant, c'est que l'avion, dans la combustion, produit également passablement d'oxyde d'azote. Et c'est vrai que si, même s'il produit moins d'oxyde d'azote que de CO2, le CO2, même si on n'aime pas l'idée, on peut le compenser en plantant des arbres. L'oxyde d'azote, on ne sait pas le compenser. Donc même s'il y en a moins, il reste dans l'atmosphère et impacte le réchauffement climatique, alors qu'on n'a aucun moyen de le faire disparaître. Donc là, on est sur des aspects qui ne sont pas facilement quantifiables, en tout cas moins facilement quantifiables que la production de CO2, mais c'est quand même assez perturbant et il faut les prendre en compte. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que les chiffres que j'ai avancés tout à l'heure, on peut probablement dire que c'est même pire que ceux qui sont calculés sur des bases qui sont connues et admises aujourd'hui, parce qu'il y a toute cette partie d'inconnu et qui rend les choses probablement pires que ce qu'elles sont réellement. Alors si je reviens à mon calcul, pour compenser le CO2, il faut compter environ 15 euros par tonne de CO2. C'est un chiffre moyen qui dépend évidemment à nouveau de beaucoup de choses. Donc, dans mon calcul, j'avais par personne une différence d'émissions de CO2 de 1,3 tonnes. Donc, en gros, 20 euros par personne pour compenser cette émission de CO2 avec, entre ces deux voyages. Donc, le voyage direct et le voyage indirect. Si je reprends mon exemple avec ma famille de 4, on est donc à 80 euros. Donc, en théorie, je pourrais payer donc 4200 euros pour le voyage, rajouter 80 euros, et je suis encore, et je serai toujours bien. Alors, je doute, je suis pas sûr que beaucoup de gens fassent cette compensation, mais moi, ce qui m'attire comme conclusion à tout ça, c'est que quand même, on est très poussé à faire un voyage à 4200 euros qui va consommer largement plus de CO2. Dans mon calcul, 50%. Dans le tien, probablement encore plus. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'une famille va préférer
payer sensiblement plus, 6 000, pour consommer moins de CO2, je vois quand même l'affaire pas tout à fait gagnée. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Et puis, je pense que tu touches avec cet exemple-là un point qui est bien plus large et qui va aussi un peu dans la direction des crédits carbone et de ce genre de choses. C'est que si on voulait vraiment être efficace au niveau du combat contre le dérèglement climatique, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on donne un juste prix aux choses. Et ce juste prix n'est pas le meilleur prix pour pouvoir faire l'activité, en l'occurrence pour pouvoir aller en vacances. Le juste prix, c'est le prix qui prend ce qu'on appelle les externalités. Et ces externalités, c'est justement la production de déchets, la production de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau, l'ensemble de ces externalités. Et là, c'est amusant parce que d'un côté, on a tendance à dire on le fait pas parce que c'est difficile, et c'est vrai que c'est sûrement très difficile. Moi, je me demande quand même si la principale raison de ne pas le faire, c'est l'influence des lobbies et l'influence de finalement la société de consommation qui souhaite quand même survivre, voire même continuer à se développer. Je pense que oui, il y a une forme de complexité à trouver le juste prix, mais c'est surtout un problème de, euh, de culture, de société et de manière d'appréhender ces externalités. En effet. Bon voilà, on est arrivé à Nairobi. Et une fois sur place, puisqu'on parle déjà des compensations carbone, je pense que c'était intéressant de relever un point qui avait attiré mon attention dernièrement. Donc les Masai Mara sont une tribu qui s'occupe du territoire, qui s'occupe aussi des animaux. Et en fait, par le jeu des compensations carbone, aujourd'hui, ils sont capables de gagner de l'argent grâce au fait qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire s'assurer que l'herbe pousse comme il faut et que les arbres poussent comme il faut et qu'ils capturent le carbone. Alors, je suis tombé sur un article d'un journal local du Kenya qui s'appelle The Voice of Mara. Et cet article cite Tarn Bridveld, je prononce probablement son nom faux, qui est le directeur du Great Mara Management, une des organisations qui collecte et redistribue l'argent de la compensation carbone. Et il dit, je le cite, nous ne développons pas de nouvelles interventions pour gérer les prairies. La gestion holistique du pâturage est une stratégie pastorale traditionnelle depuis des siècles. Faire paître une zone particulière, elle a laissé se reposer pour permettre aux herbes de se régénérer. Donc, ce qui est absolument fascinant, je trouve, dans cette citation, c'est que il dit clairement qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, avec la différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont payés pour, grâce au jeu de compensation carbone. On peut se poser la question d'ailleurs, mais ça c'est une question plus philosophique et je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais on peut se poser la question si la compensation sous forme d'argent est le bon moyen de compenser. Parce que finalement, tu pourrais te dire, plutôt que de donner de l'argent, je euh, donne quelque chose qui va réellement bénéficier à la planète, à l'écosystème, à cette tribu, mais d'un point de vue positif pour l'écosystème. Alors que l'argent, ça a un côté quand même un peu, comment dire, bon, sale, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, le lien entre l'argent et la sauvegarde de la planète peut parfois laisser perplexe. Bon, on ne peut pas reprocher aux Masai Mara de vouloir envoyer leurs enfants à l'école, construire peut-être des huttes un petit peu plus confortables. Enfin, toute l'humanité passe par là. Hein. C'est qu'on veut finalement être un petit peu mieux loti que demain que ce qu'on est aujourd'hui. Donc,
et nous-mêmes en Europe, on a fait que ça, hein, dans des proportions absolument gigantesques. On peut pas tellement maintenant les dire, ah bah écoutez, nous en Europe, on est arrivé à un point où on pense que quand même vous maintenant dans vos huttes, vous êtes très bien. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, ça va très bien comme ça. Et on peut pas faire ça. Donc on peut pas vraiment leur reprocher de profiter en fait de cet argent. Moi, ce qui m'interpelle à nouveau dans tout ça, c'est que je vois quand même la possibilité pour les organisations qui produisent du CO2, donc on va les appeler les pollueurs pour faire simple, continuer à chercher des organisations ou des gens qui, eux, font des travaux qui vont absorber le CO2 pour pouvoir dire, ah ben voilà, j'en ai trouvé un, on va faire une organisation et on va lui donner de l'argent pour que moi, je puisse continuer à faire ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, avec C'est cette façon pervers. de faire, bah oui, bah surtout, on va arriver à rien parce qu'on va pouvoir continuer à produire du carbone et tout en ayant la main sur le cœur et se dire, en fait, non, mais vous voyez, moi, je compense, tout va bien, je suis pas un pollueur. C'est ça, mais ça m'amène à ce que j'ai mentionné au départ. C'est vrai que le système est assez complexe parce que tout est imbriqué, tout est relié. Et c'est vrai que soit on part de l'hypothèse que l'intention était bonne avec ces compensations carbone, mais que la réflexion n'est peut-être pas allée suffisamment loin et qu'on n'a pas pris en compte des effets de bord qui pourraient se produire, ou alors, bon, évidemment, on peut aussi partir de l'hypothèse que la réflexion n'était qu'un prétexte pour se donner bonne conscience. Ça, on le saura jamais vraiment. Mais si on part de l'hypothèse que la démarche était sincère, je pense qu'il faut pousser tous ces raisonnements beaucoup plus loin pour éviter les effets de bord et avoir une vision plus globale finalement de la chose. Mais en tout cas, tant mieux pour les Masai Mara s'ils peuvent éduquer leurs enfants de la bonne manière, c'est-à-dire les éduquer dans une conscience que la planète a des ressources finies. En effet. Bon voilà, on a pris les photos des Masai Mara et on a pris quelques photos de Lyon. Je te propose qu'on revienne de notre voyage en Europe pour parler cette fois-ci du surtourisme. On aurait pu évidemment aborder cette question-là pendant le voyage, mais je trouvais intéressant de voir que aussi en Europe, c'est des sujets qui nous préoccupent. Et ça a un rapport quand même avec l'ESG dans le sens qu'on touche ici particulièrement la partie sociale, bien sûr aussi environnementale, mais aussi souvent sociale. Je prends l'exemple de Barcelone où j'ai habité 2 ans. Aujourd'hui, Barcelone est séparée virtuellement en deux, le long de la grande avenue qui s'appelle la Diagonale. Au nord, on va trouver les locaux, les gens qui ont toujours habité à Barcelone. Et au sud de la Diagonale, on va trouver toutes les personnes qui sont arrivées par l'effet que Barcelone est une ville fantastique, instagrammable, et c'est là où on veut habiter. Et donc, ils ont pris possession de certains quartiers. Je pense par exemple au quartier de la Barceloneta, qui, quand moi j'y étais il y a un peu plus de 20 ans, était encore un quartier de pêcheurs et aujourd'hui est un quartier archi-touristique. Et en fait, les gens, de un, ils ne peuvent plus se loger dans ces régions parce que les prix de l'immobilier ont complètement explosé. Et paradoxalement, ils ne veulent plus se loger non plus parce que, en fait, si vous avez des bars qui ouvrent jusqu'à 6 heures du matin, du lundi au dimanche, vous allez assez rapidement avoir un problème de sommeil, pour donner juste un exemple de problématique qu'on peut avoir dans ces quartiers. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on peut rester sur l'Espagne, puisque l'Espagne étant une grande destination touristique, des exemples de ce type-là, il y en a énormément. Et moi, j'étais dernièrement à Séville, et peut-être que ça me permet de faire le lien avec ton idée de photo, parce que on était plutôt après la saison touristique, et c'est assez amusant de se rendre compte que globalement dans la ville, il y avait un nombre de touristes tout à fait raisonnable. Par contre, sur la Playa de España, il y avait des centaines, des milliers de touristes qui faisaient tous la même photo. Et quand tu as parlé de photos au Kenya, je me suis dit, il y a peut-être aussi un travail d'éducation à faire en se disant qu'une photo, ça reflète une expérience hors norme, quelque chose de vécu avec les habitants locaux ou avec les amis, mais que systématiquement toutes les personnes se positionnent au même endroit et fassent la même photo,
euh, quand on sait en fait l'impact absolument énorme de stocker toutes ces photos sur le cloud et les quantités astronomiques de ressources énergétiques nécessaires pour justement stocker toute cette information qui est systématiquement la même et qui souvent ne sera jamais réutilisée. Euh, je dérive un peu, mais c'est ton exemple de la photo et de l'Espagne qui m'ont fait dire oui, effectivement, là, il y a aussi un problème dans la manière de représenter et de vivre les vacances elles-mêmes. Et pour terminer sur l'histoire de Séville, bah, c'est exactement le même problème, hein. Ils ont un énorme problème de logement parce que tous les appartements sont utilisés pour les touristes. Et une fois de plus, le juste prix, les appartements en question ne payent pas la taxe locale. Donc aujourd'hui, la ville de Séville a décidé, étape par étape, de couper l'eau à tous ces appartements pour justement les empêcher de continuer à louer sans payer la taxe locale. Donc le problème, c'est pas le tourisme, le problème, c'est le juste prix à nouveau. Et le Ouais. fait que les gens ne jouent pas le jeu, quoi. Donc les choses se relient, hein, se relient. Et dès qu'il y a du volume, forcément, ça a des conséquences importantes. Ouais. Bon, avant de passer à la conclusion, on parlait tout à l'heure, quand on prépare cette émission, on parlait de quotas de voyage par personne. Je voulais juste faire un petit peu de pub pour le prochain épisode, qui sera lui axé autour des voyages professionnels, qui seront donc une suite où on va rentrer dans beaucoup plus de détails techniques, parce que le voyage professionnel est aussi comparable à d'autres façons en fait de travailler, donc on va pouvoir faire d'autres mesures et comparer ces mesures. Maintenant que on va fermer la parenthèse du prochain épisode, je pense qu'on peut partir sur la conclusion. De ton côté, tu proposais de faire un quota de voyage par personne pour essayer de lutter contre cette émission de CO2 et ce problème du surtourisme. Alors oui, effectivement, j'ai abordé le voyage sous l'angle du quota. Pourquoi? Parce que ça s'oppose finalement un peu à l'idée du juste prix. Parce que en réalité, si on voulait être cohérent par rapport à ce que j'ai dit au début, il faudrait mettre un prix au voyage qui soit très élevé parce que effectivement, on s'est rendu compte que pour différentes raisons, le voyage est polluant, le voyage lui-même, le fait de rester sur place, le volume des gens s'y rendant, etc., etc. Donc il y a une grosse pollution associée au voyage touristique. Mais le principe du quota permet quand même finalement de mettre sur un pied d'égalité des gens qui auraient plus d'argent et des gens qui auraient moins d'argent. Donc la problématique, elle est là aussi, c'est que finalement, si tout devient excessivement cher, seules les personnes très riches pourront en profiter et les autres seraient exclus. Donc là, en termes de ESG, le S en prend un coup. Oui, effectivement. Alors, on voit là aussi la différence entre ton éducation française et on va dire mon éducation suisse. L'éducation française, probablement un petit peu plus orientée du côté social, où on va mettre des quotas pour mettre tout le monde sur pied d'égalité. Et le Suisse qui lui sera probablement un petit peu plus libéral. Et je- pour, euh, pour se moquer de moi-même, en fait, je me suis dit, tiens, en fait, on va pouvoir créer une bourse de quotas. Et je vais aller chercher des gens qui ne veulent pas voyager. Donc, je vais aller chez les Masai Mara. Et ces gens-là ne prennent pas l'avion, ne vont pas venir en Suisse voyager. Donc, je vais leur acheter des quotas de voyage pour que moi, je puisse continuer à voyager. C'est évidemment une boutade, mais on se rend compte qu'en fait, chaque solution présente quelques difficultés qui ne sont pas à négliger et que donc la solution est clairement pas si facile que ça. Non, la réflexion doit être systémique, globale. Exactement, Si, exactement. sinon, on reboucle. Sinon, on reboucle en permanence sur le problème. Et là, c'est un bon exemple parce que là, on était totalement honnête dans notre manière d'essayer de trouver une solution à cette problématique. C'était pas forcément quelque chose de malhonnête, mais si tu pousses pas le raisonnement suffisamment loin, tu as des effets de bord qui sont parfois contre-productifs. Exactement. Bon voilà, je pense on a terminé notre petit voyage et on va partir en vacances. Ce sera pas le Kenya pour moi.
Mais on serait juste vous revoir dans 2 semaines pour parler cette fois-ci des touristes, pardon, du voyage professionnel. Et non, c'est pas la même chose. Et on se réjouit que vous soyez encore avec nous et que vous nous rejoigniez à nouveau dans 2 semaines. Merci et bonnes vacances pour certains.